terminal. Ici, on va lancer d'abord dans un premier temps le projet en faisant un npm run dev. Voilà, donc le projet il sera accessible sur localhost 3333. Voilà. Avec la petite modification ici en plein milieu de l'écran, j'adore. Et on va s'ouvrir un deuxième petit terminal à cet endroit-là. Voilà. Et donc là, normalement, si je dis pas trop de bêtises, on devrait pouvoir se lancer Node Ace Test. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ah. No test executed. Port 24600. Alors, est-ce qu'il faut que je lance forcément mon projet? Je ne sais pas. Voilà, ok. Donc, je n'ai pas besoin de le lancer a priori pour exécuter mes tests. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, si on va voir un petit peu la config... On a ici une suite. Donc la suite, elle est... Je pense que ça doit être ça. Ah non, c'est dans AdonisRC. Dans adonisrc.ts. Donc c'est là. Voilà, c'est là. Ok, c'est ici. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Ok, très bien. Donc là, on a un timeout de 2000 pour les tests unitaires et un timeout de 30... c'est quoi 30 secondes 30 secondes pour les tests fonctionnels, ce qui est logique. J'expliquerai ça un petit peu plus tard dans la soirée. Ça, effectivement, on le retrouve bien dans notre fichier Bootstrap. Runner hook. Donc ça, ce sont les actions qu'on peut effectivement lancer avant d'exécuter les tests et après avoir exécuté les tests. Alors, est-ce qu'on l'a ici? C'est là. Et pour l'instant, on n'a rien dedans. On pourrait se remplacer éventuellement le petit code ici que j'ai là par ça. Voilà. Ça préparera le terrain pour après. Hop, hop. Voilà. Salut Paul, comment ça va ce soir? Ok, et donc là on est parti pour se faire un premier petit test. Alors nous, on peut déclarer des tests simplement en faisant, en utilisant test comme ceci, ou on peut travailler directement dans un groupe. Ça, c'est un petit peu au choix de chaque développeur de travailler un peu comme il le souhaite. Tout en sachant que dans un groupe, on a effectivement ici la possibilité de faire un certain nombre de choses. Si par exemple, je veux, admettons, monter des données dans une base de test pour pouvoir tester les choses, bah c'est typiquement dans ce genre d'instruction que je vais le rajouter. Salut Minimax, comment ça va? T'es là tôt, dis donc, ce soir. Il y en a un qui a pas lancé de stream ce soir. Tu vois de qui je veux parler? Je crois qu'il avait mieux à faire ce soir, sûrement. De temps en temps, ça m'arrive de rentrer tôt. Ok.
Ok, ok, bon. Euh, ouais, les moulins du dev, ouais, ce lâcheur. Soi-disant, il a du travail. Ah, soi-disant, il a du travail. Ouais, 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 bien sûr. Moi aussi, je l'attendais au tournant ce soir. Je me suis dit, est-ce qu'il va stream ce soir? Et finalement, eh ben non. J'ai une question quand tu es confronté à une documentation comme ça, qui porte sur une étape de ton projet que tu n'as jamais fait sur aucun projet auparavant. Comment est-ce que tu t'instruis sur le pourquoi de toutes ces étapes et sur leur but? Je trouve qu'il y a toujours une zone d'obscurité sur les notions générales dans ces docs et je demande à l'IA de m'expliquer les choses de façon détaillée. Ouais, bah c'est bien ça. Très très bien. Moi, je demande pas forcément à l'IA parce que moi, je suis plus de l'ancienne génération. Il y a des tonnes de développeurs qui seront assez d'accord avec moi sur ce sujet. Parce que nous, on est habitués à notre époque quand on a commencé à coder. Moi, quand j'ai commencé à coder à l'âge de 14 ans, on était dans les années 2000, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas d'IA. On était obligé de s'habituer aux documentations. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème quand même sous-jacent de ça. C'est que... C'est ce que je reproche d'ailleurs les 3/4 du temps. Hein, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui ne savent pas écrire une doc. Et ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, bah, la seule chose que tu peux faire, c'est tester les choses par toi-même pour te rendre compte, de voir un peu comment ça fonctionne, etc. etc. Si des fois, tu n'arrives pas à comprendre le contexte de la doc. Bon, après, les tests, il faut savoir qu'il y a quand même un contexte autour. Il faut savoir ce que c'est qu'un test unitaire, il faut savoir ce que c'est qu'un test d'intégration, il faut savoir ce que c'est qu'un mock. Toutes ces choses-là, moi, je les maîtrise déjà. Donc, tu vois, la doc, là, à ce niveau-là, presque, je navigue dedans parce que les concepts de base, en fin de compte, sont des concepts que tu vas plus ou moins retrouver un petit peu dans toutes les docs autour des tests. C'est clair et net. Après, il y a des choses qui seront intégrées ou pas, mais dans les grandes lignes, normalement, tu t'y retrouves à peu près, quoi. À partir du moment où tu en as déjà écrit, tu sais un peu où tu mets les pieds, quoi. Donc ça pose pas nécessairement beaucoup de difficultés. Là en plus, la documentation, elle est très très bien faite, hein, pour le coup. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tester, on va se créer un petit test. On va se rajouter là. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Après, il faut se rendre compte que la doc, c'est écrit par des humains qui maîtrisent à fond leur domaine. Des fois, c'est dur de redescendre de niveau. Ouais, tu soulèves un très bon point, Minimax. J'en profite justement pour en parler de ça. C'est que non seulement ce que tu dis, c'est vrai, mais en plus, quand tu es très fort dans ton domaine, c'est pas parce que tu es un très bon développeur que tu es forcément quelqu'un qui sait bien expliquer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ça revient un petit peu à mon métier de formateur, en fait. Et je sais très bien de quoi je parle. Il y a des gens, ils sont très doués dans ce qu'ils font. Mais dès qu'il s'agit de communiquer en équipe avec les autres ou d'expliquer des concepts qui sont très complexes, et il n'y a plus personne parce qu'ils sont très mauvais pour essayer de vulgariser les choses. Et ça peut être effectivement un défaut. Ce sera certes des très bons développeurs, mais dès que il faut sortir un peu de la zone de confort et expliquer à des gens qui sont pas aussi expérimentés que toi sur le sujet, et bah ça peut être, enfin cet exercice peut être très très compliqué. Et dans les documentations, il faut savoir faire preuve d'un petit peu
presque, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais faut essayer de faire preuve d'un petit peu de pédagogie si tu veux que des gens qui n'aient pas forcément ton niveau puissent comprendre là où toi tu veux en venir. Parce que toi tu auras ta propre idée au moment où tu es en train de le faire dans ton code. Mais il faut être capable de faire en sorte que le plus grand nombre puisse comprendre qu'est-ce que tu avais dans la tête au moment où tu étais en train de l'écrire. C'est abstrait ce que je dis, mais ça revient à peu près à ça, quoi. Et après, il y a peut-être le problème que t'as pas les bases. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qualifiés qui expliquent mal et des devs qui n'ont pas les compétences de base, qui lisent de la doc trop... Oui, c'est très abstrait comme concept. Hein. C'est très très abstrait. Hein. Et je suis d'accord, je suis d'accord en partie, c'est vrai, avec toi, Minimax, sur ce sujet-là. C'est vrai. Donc, comme d'habitude, hein, les gens, hein, s'il y en a qui sont jamais venus sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à venir vous présenter dans le chat, à venir interagir avec nous. Hein, c'est fait pour. Voilà. Vous avez le droit de sortir de votre lurk pour venir échanger avec nous. Hein. Il n'y a aucun problème. C'est ambiance chill. Je le rappelle souvent, mais voilà, c'est ambiance chill hein, sur ma chaîne, évidemment. Bien sûr, c'est sans aucun doute une cause. Je me demande dès lors comment réduire ce fossé entre mes connaissances et la doc. Et bah pour réduire ce problème-là, il faut que tu continues à te former. Voilà. Et ce qui va beaucoup compter pour pouvoir monter en compétence, c'est avoir un cadre surtout dans la manière dont tu vas réfléchir. Parce qu'en fin de compte, quand tu fais du dev, ce qui compte, c'est d'avoir une certaine méthode et surtout de savoir prendre de la hauteur par rapport à tout l'ensemble de ce qui se fait par exemple dans le dev full stack. Et ça, c'est particulièrement difficile, surtout quand on a la tête dans le guidon. Et ouais, combiné à de la pratique évidemment, parce que si tu n'as pas la pratique, bah, tu peux pas progresser. C'est clair. Un truc qui revient très souvent sur le tapis, hein, c'est que 90% du développement, c'est de la frustration pour seulement 10% de réussite. Demandez à des développeurs expérimentés, même à moi, hein, j'en fais partie, hein, combien de fois on a pu se dire le matin, on va se mettre un objectif de faire ça et ça et ça. Et tu commences ton truc à 9h le matin, t'arrives à 9h30, tu commences à être bloqué sur un petit truc. Et des fois, combien de fois, moi, ça m'est arrivé de rester bloqué sur le même truc, genre de 9h30, des fois jusqu'à 17h, 18h le soir. Pour finalement me dire, laisse tomber, c'est pas grave, t'as pas réussi aujourd'hui. Et tu reviens des fois le lendemain, tu laisses reposer le truc. Tu reviens dessus, des fois, en 5 minutes le lendemain matin, tac, t'as résolu ton problème, quoi. Et c'est ça en fait, frustration. Et une fois que ton cerveau il a remis un peu les pendules à l'heure, bam, tu trouves ton truc et t'y arrives. Et c'est vrai que quand on débute dans le métier, ça c'est un truc qui peut être très très frustrant. Ok. Alors, on va se créer notre petit test. Alors, je sais pas ce qu'on va mettre.
On va mettre... bah tiens, on va se faire un test genre calculator. Un truc tout bête. Calculator add. Allez. Et on va le mettre en unitaire. Donc moins suite égale unit. Voilà. Ok. Donc là, il m'a créé donc du coup ce petit test unitaire. Ouais, c'est normal. Ok. C'est normal à ce stade-là. Voilà, donc là, on va mettre example test. Très bien. Et du coup, donc il faut qu'on suive la doc pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Donc là, on a notre test.group, on a notre test, et donc dans notre test, on va s'attendre à faire un petit test. Donc là, on peut faire par exemple un assert. C'est ça, hein, c'est assert. Comment il le fait, lui? Ouais, il récupère le assert qui est là. Voilà, point is true. On peut mettre par exemple un truc one, virgule one, tac. Ah. Ou plutôt is equal. On va le mettre is equal. 1, 1. Je sais pas si c'est equal ou equals. Non, c'est pas celui-là. C'est peut-être juste equals. Equal. Ouais, equal. Equal 1, 1. Voilà. Et donc si on exécute notre test, logiquement, ça doit passer. Voilà, ok. Donc ça, c'est le test minimal qu'on va pouvoir exécuter dans notre code. Donc là, on voit que c'est soit ça passe au vert, ou soit ça passe au rouge. Alors là, évidemment, dans mon cas de figure, ça n'a aucun intérêt, ce que je suis en train de faire. Hein. C'est juste pour montrer que, en gros, hein, le test, ça consiste à faire une assertion. Par exemple, une assertion. Après, on peut tester plein de choses. Hein. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir d'un test, c'est que ça permet d'automatiser par exemple, l'exécution d'une fonction pour avoir le retour de ce qu'elle attend. Si, par exemple, je me dis que dans mon code, je sais pas, un endroit, dans mon app, par exemple... allez. Tiens, on va se créer un petit service. On va se faire un node Ace. Est-ce que ça existe ça? Make service. On va l'appeler calculator. Voilà. Donc là, hop, hop. Donc là, on a une classe calculator service. On se fait par exemple une petite fonction add qui attend par exemple deux paramètres, un number one de type number et un number up to de type number. Voilà, on se dit que ça doit retourner number one plus number two. Ici, à l'intérieur de mon test, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais rajouter dans mon groupe ici un nouveau test. Je vais déclarer ce nouveau test ici. Voilà, je vais mettre ici calculator add function should calculator add calculator should add
n to be par exemple 5. Voilà. Et donc là, ce que je vais mettre ici, c'est que je vais faire appel à const result est égal à calculator service. Voilà. Point. Ah, peut-être qu'il faut l'instancier ce truc-là. New calculator service comme ceci. Voilà. Et ensuite, je ferai par exemple, donc là, je l'appellerai calculator service. J'instancie ma classe. Et ensuite, ici, hop. Alors, c'est point ici. J'ai trop l'habitude des autres langages, désolé. On va faire donc ici nos deux... voilà, on va rajouter nos deux nombres. Et là, on va dire que ça doit renvoyer un résultat. Voilà, et ce résultat, je vais le comparer par exemple avec la valeur ici qui sera 5. Voilà. Et donc là, ça fait sens parce que là, du coup, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que cette fonction-là, quand je l'appelle, elle me renvoie bien le résultat que j'ai marqué à ce niveau-là. Et là, pourquoi est-ce qu'il râle? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ah, c'est la virgule en trop qu'il aime pas, peut-être? Non? Ah, Prettier, il fait chier, là. Ouais, c'est marrant ça. Pourquoi il me demande de... Ouais, là, il me demande de tout décaler. En fait, il faudrait que je me rajoute... la config le fichier .vscode avec la config de Prettier pour qu'il me save les choses en exécutant le slint. Parce que là, en fait, j'ai un fichier eslint.config.js, c'est pour ça. Je dois bien avoir ça quelque part, je vais regarder. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, j'ai plus l'habitude de travailler avec VS Code en vrai. En tout cas, quand je travaille sur la chaîne, je travaille beaucoup plus avec WebStorm.
truc, mais je vais le retrouver, c'est pas grave. VS Code, ESLint format on save. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça normalement. Hop. Donc c'est un fichier settings.json. C'est ça normalement. Ah. Voilà. On va tester. Est-ce que là ça passe? Ouais, ça a l'air bon. Par contre, effectivement, c'est très bizarre que tout soit décalé, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc là, si je lance mon test, voilà. Donc là, ça passe et on est bon. Alors, ce que j'aimerais maintenant que j'ai mis ça en place, on va rester pour l'instant sur des tests très basiques dans un premier temps. Et ce qu'on va avoir envie de faire, c'est du coup de la même manière dont on s'est créé finalement le petit script workflow de CI/CD qu'on a fait hier soir pour pouvoir deploy notre application en prod. On va se créer un deuxième fichier workflow pour pouvoir s'exécuter les tests. Comme ça, à chaque fois qu'on poussera notre code sur GitHub, on aura un workflow GitHub Action qui vérifiera si les tests sont bien lancés et savoir si c'est effectivement vert ou rouge. Donc, on va se faire un truc qu'on va appeler test.yml. Et puis, de la même façon qu'on a fait hier, hein, on va s'aider de notre outil préféré, ChatGPT, pour se générer notre petit script. On va lui dire « Hello, peux-tu me générer un workflow pour Adonis.js 6 afin de pouvoir lancer les tests sur GitHub Action. » Hop. Alors là, c'est quasiment sûr, il va aller plus loin que ce que je vais lui demander. Ça, c'était sûr et certain. J'en étais persuadé. Voilà, donc lui il veut aller beaucoup plus loin, il veut installer, il veut compiler le code. Ok, il veut installer un Postgre également dedans. Ça on verra après tout ça. Il lance le node Ace Generate Key. Il lance les migrations et il lance enfin les tests. Est-ce que nous, la commande pnpm run test, ça marche ça? Juste pour être sûr. Ouais, c'est bon. Ok, donc ça, pas de problème. Alors là, d'ailleurs, il le propose sur une pull request. Vous avez vu, là, il l'a proposé sur une pull request, le workflow. Et il l'a proposé sur le push. Nous, on veut pas forcément les deux. On veut juste... à la rigueur, on s'en balèque un peu. On veut juste le faire, sur le push. Donc, on va simplifier un peu tout ça. Alors, run migration, pour l'instant, on s'en fout royalement.
Générer qui, ça tu peux le faire. Installe dependencies, bah oui, parce que sinon, sinon ça risque pas de fonctionner, effectivement. Je suis assez d'accord avec ça. Copier les variables d'environnement. En vrai, on va le laisser. La version de Node que j'utilise, moi, c'est laquelle? C'est la 20, donc on va rester sur la 20. Voilà, et le PostgreSQL, pour le moment, on s'en fout un petit peu. Voilà. Et ça, pour le moment, on s'en fout aussi. On n'en a pas besoin. On va juste garder ça. Donc voilà, quand tu vas pousser donc, sur la branche main, c'est bien la branche main, hein, que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. On va donc runner ça sur un Ubuntu. Donc le checkout, celui-là, il est toujours obligatoire. Ensuite, on a l'installation de Node, l'installation des dependencies. On va copier les variables d'environnement. On génère la clé parce que c'est vrai que sinon, sans ça, ça va être compliqué. Donc il va copier grosso modo ça. Hein. Il va copier ça dans un point env dans la machine virtuelle sur GitHub. Et après, il lance les tests et il voit si ça passe ou pas. Si ça passe, il mettra une petite croix verte. Et si ça passe pas, il mettra une petite croix rouge. Hein, donc ce sera sur le commit en fait directement sur GitHub qu'on verra ça. Donc là, on est prêt. On peut balancer ça donc du coup sur notre GitHub. On va mettre test unitaire plus CI test. Voilà. Et on lance ça. Hop, hop, hop. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Ça, moi, en général, quand je fais un truc comme ça, je commence toujours par là. Je commence toujours au plus simple. Il n'y a pas besoin de forcément pousser les choses au taquet. Hein. C'est juste pour s'assurer que tout est OK. Donc là, on se rend sur le dépôt. Ah, et déjà, ça commence bien. On a un rouge. Ça commence bien, on a un rouge. Alors, normalement, le workflow, il est là. On va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, le deploy, il a échoué. Il a échoué misérablement. Oups. Bah oui. Parce que le serveur, il est pas en ligne. La machine, elle est arrêtée. Donc là, il peut pas le faire. C'est ballot, ça. C'est ballot, ça. Allons sur Idora, on va le mettre en route. On va voir si on arrive à se connecter sur le serveur de prod. Même si en soi, je ne vais pas en avoir besoin, mais... Alors, est-ce qu'il... Non, pour l'instant, il n'arrive pas à s'y connecter. Là, normalement, ça devrait... Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Et bah, du coup, comment est-ce qu'on peut faire? On va se refaire un petit commit, hein, je pense, parce que je crois pas qu'il y ait d'autres solutions. À moins que... Non, on va se faire un petit commit. On va modifier notre fichier. Tiens, on va modifier ici les variables. On va mettre 7. On va mettre 7. On va mettre ici
4. 4 aussi ici. Hop. Ah, finalement, il y a quand même un petit peu de monde. Je pensais qu'on serait beaucoup moins nombreux ce soir. Finalement, ça arrive, ça arrive. Les gens arrivent au fur et à mesure, j'ai l'impression. Bien, ça fait plaisir. Donc là, on se fait le petit commit. Donc test de CI/CD. Je valide. Je synchronise. Je fais OK. Et on va voir ce qui se passe côté GitHub Action. Alors, hop. Donc là, on va dans Action. Donc là, on a notre CI/CD qui se lance. Est-ce qu'elle va passer au vert? Alors, le deploy, il est en cours. Voilà. Et j'imagine que à côté, on doit avoir le deuxième. Les tests qui sont au vert. Bah voilà. Et donc là, on peut voir ici, normalement, à ce niveau-là, que ça passe. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Et là, c'est ouvert, du coup. Voilà. Donc les deux tâches, les deux workflows, le CI et le CD, sont tous les deux passés au vert, ce qui fait passer le commit au vert. Et si à un moment donné, ça échoue sur un des deux, bah, j'aurai forcément ici un rouge. Hein. Voilà. Et donc si jamais bah, j'ai une erreur au moment de faire passer les tests, à cet endroit-là, j'aurai effectivement du coup éventuellement un petit peu plus de détails, savoir par exemple ici si je vais voir si je vous zoome un peu ça, ici on voit que là on a le example test, on voit qu'on a le calculateur qui s'est lancé là et on voit que ça c'est le groupe calculateur test de ce fichier là. Donc on a vraiment tout le détail avec soit une petite croix, soit une petite validation sur chacun des tests. Et donc si jamais il y a une erreur sur un des tests, il nous affichera le détail ici qu'on pourra retrouver dans les logs. Donc à ce niveau-là, dans la partie GitHub Action. Et c'est ça en fait, la fameuse CI/CD dont tout le monde parle. Après, vous pouvez avoir des process qui sont plus ou moins complexes hein, en fonction de ce que vous avez besoin de faire parce que ça reste un process, ça reste un fichier dans lequel on va décrire les différentes étapes de qu'est-ce qu'on veut faire, dans quel ordre, etc. etc. Donc c'est à vous après, suivant vos propres process, suivant le propre périmètre de votre projet, de rajouter après bah, tous les jobs que vous voulez exécuter dans votre CI/CD quoi. Mais voilà un petit peu la base du truc quoi. Alors après, nous ce qu'on voudrait faire c'est pas forcément uniquement tester des petites choses comme ça. Parce que bah, sinon on va être vite entre guillemets limité. Du coup on peut s'interroger un petit peu sur quels sont les différents tests qui existent, comment est-ce qu'on va faire les choses, etc. etc. Donc je vais ouvrir un petit Escalibro et puis on va regarder ça un peu ensemble avant de passer à la suite. Ça, on va se le garder. Ça, on se le réouvrira tout à l'heure. Et ça, pour le moment, j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, le truc qu'il faut savoir, tu as fait un script local pour lancer les tests. Juste npm run test. npm run test avec ici, à ce niveau-là,
dans Package, on a ici la commande test qui est lancée à ce niveau-là. Voilà. Tout simplement. npm run test, qui est l'équivalent de node ace test, hein, c'est pareil. Alors du coup, ouais, ça marche, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça, c'est déjà des choses qui sont préinstallées pour vous déjà, puisque c'est pour ça aussi qu'on parle d'Adonis comme étant un framework, parce que justement, ça vous offre un cadre de travail, et que de ce fait-là, vous avez déjà tous les outils dont vous avez besoin en fait pour travailler. Et toutes ces choses-là sont déjà pratiquement préconfigurées pour vous, quoi. C'est ça en fait le truc. C'est ça les bienfaits finalement d'utiliser un framework. C'est qu'on a déjà quasiment tout qui est préfet pour nous, quoi. Alors, dans les tests, il y a la fameuse pyramide des tests dont tout le monde parle. Et donc, au niveau des tests, il y a des tests de plusieurs natures. Il y a ce qu'on appelle les tests unitaires. Voilà. Alors ça va dépasser de la pyramide, mais bon, c'est pas bien grave. On a d'autres tests qui sont les tests d'intégration. Et tout en haut, on a ce qu'on appelle les tests end-to-end. Et pourquoi c'est intéressant que j'en parle? Parce que vous voyez que la pyramide, elle a un certain sens. J'ai pas fait ça, d'accord? J'ai pas fait ça. Je sais même pas comment on fait, d'ailleurs. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, j'ai pas fait ça comme ça. Je l'ai présenté dans ce sens-là. Et c'est vachement important. Pourquoi? Parce que souvent on sous-estime justement le fait que ce soit une pyramide. La pyramide, elle a un sens. Elle a un sens. Et le fait que la case qu'on ait ici soit plus grosse que celle qu'on a là, ça aussi, ça a du sens. C'est très grossier comme pyramide. Salut à toi, Spooky, comment ça va? Donc, en fait, ce truc-là, il a beaucoup plus d'espace que ce qu'il y a en haut. Et ça a un intérêt. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut faire, c'est maximum de tests. Ça doit être des tests unitaires. Ensuite, les tests qu'on a au-dessus, ça je vais mettre en vert, d'ailleurs je vais mettre en couleur parce que ça a du sens aussi de le mettre en couleur. Il faut moins de tests d'intégration. Et il faut encore moins de tests end-to-end. Pourquoi? Donc là, il faut vraiment le minimum de tests end-to-end. Alors, la première chose à savoir, c'est que les tests end-to-end, ce qu'on appelle en tout cas des tests end-to-end, ce sont des tests qui vont avoir besoin. Ici, on a besoin d'un navigateur plus, généralement, au minimum, une base de données. Et le problème de ça, c'est que vu que vous avez besoin d'avoir une dépendance assez lourde, puisque là, vous avez besoin d'exécuter un logiciel et vous avez besoin d'installer une base de données complète,
et bah ce sont des tests qui vont être très lents. Ça, ce sont des tests très lents. Et peu fiables. En plus, pourquoi? Parce que ce qu'on va tester quand on fait des tests end-to-end, c'est l'interface graphique. Ce qui va être relevé sur l'interface graphique. Et comme vous le savez, ce n'est pas parce que vous faites un projet avec une certaine interface au jour J que cette interface ne va pas évoluer par la suite. Donc, si par exemple vous vous amusez à tester précisément sur votre navigateur le texte que vous allez afficher sur la page, bah, si ce texte évolue demain, votre test échouera. Donc il est peu fiable finalement dans la pratique. Les tests d'intégration, ce sont des tests. Alors pour expliquer les tests d'intégration, grosso modo, on peut expliquer aussi les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est les tests les plus simples, c'est les plus rapides, parce qu'en fin de compte, ce qu'on va tester, c'est une fonction. Ta fonction, elle reçoit par exemple 2 paramètres et elle renvoie un résultat. Et elle n'a aucune dépendance, cette fonction. Donc du coup, niveau rapidité, on ne peut pas faire plus rapide que ça. Et c'est dans votre intérêt au niveau du code d'avoir justement le meilleur découpage possible en termes de fonctions. Comme ça, ça vous permettra de rendre votre code plus facilement testable. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis. Mais c'est vachement important ça. Et surtout que tout le reste de la pyramide finalement repose vraiment sur cette notion de test unitaire. Donc là on a un résultat et ça c'est du coup facilement testable. Le test d'intégration, lui, c'est quand vous allez par exemple associer une fonction avec une autre. Donc vous allez avoir une première fonction. Tac. Et le fait de dire par exemple cette fonction-là dépend par exemple d'une deuxième fonction. Voilà. On va dire fonction A par exemple dépend de fonction B. Voilà, et votre test en fait c'est quoi? C'est de se dire par exemple je vais vouloir exécuter de là jusque là. Salut Kongi, comment ça va? Donc ça c'est ce qu'on appelle un test d'intégration. Je teste comment vont réagir les fonctions entre elles. Et généralement, quand on fait des tests d'intégration, on n'est pas au stade de faire un test au niveau du navigateur. Hein. Là, pour le coup, on n'en a pas vraiment besoin. Ça va et toi? Ouais, ça va très bien, je te remercie. Alors, dans notre code, on a un problème. On a un problème assez majeur. J'essaye d'expliquer un peu les choses dans l'ordre. Hein. D'accord? Si on prend notre projet Adonis.js, le problème de notre projet Adonis.js, c'est qu'on travaille pour l'instant dans un MVC. D'accord? On travaille dans un MVC. Donc le modèle MVC, c'est quoi? C'est en gros, je vais avoir un routeur. Voilà. Les utilisateurs, eux, ils vont arriver justement sur ce routeur. Donc ils vont se dire, ok, moi je veux faire une requête, par exemple, sur la page pour récupérer la page d'accueil. Donc là, hop, j'arrive sur la home. Je lance ma requête, j'ai mon routeur qui est là. Lui, il va faire appel à une méthode d'un contrôleur. Et ce contrôleur-là, il va aller généralement récupérer des données dans une base. Donc pour ça, il va faire appel à un modèle, par exemple. Donc là, j'ai mon modèle. Donc
Donc là, je récupère ma data. Ici, hop, je passe par là, je récupère ma data. Donc là, ici, hop, hop, j'ai ma base de données à ce niveau-là. Voilà, tac, tac et tac. Et du coup, ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, le contrôleur, lui, une fois qu'il a fait ça, il va renvoyer ça à une view. D'accord? Et du coup, ça va me renvoyer, grosso modo, hop, une page, un contenu, une page HTML. Donc, le problème, c'est que quand vous voulez tester votre MVC, bah là, c'est difficile de le faire. Parce que au niveau de votre contrôleur, vous avez une dépendance très forte avec votre modèle. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez cette dépendance qui est très forte, bah, tester unitairement ce contrôleur pour savoir ce que ça retourne, ça veut dire que vous allez avoir besoin de tester en partant de votre contrôleur, mais vous allez utiliser ici le modèle, donc vous allez devoir utiliser la base de données. Et comme ça renvoie du HTML, bah là, en l'état, pour pouvoir tester tout ça, je suis obligé de procéder à ce qu'on appelle un test end-to-end. J'ai pas le choix là dans mon cas de figure. Donc je vais avoir besoin forcément d'un navigateur et d'une base de données pour pouvoir exécuter ce test-là. J'ai pas le choix. Je vais tester à la rigueur au mieux ce que je vais voir affiché sur la page rendue au niveau du navigateur. Donc, par rapport à ce que j'expliquais juste avant, bah, c'est pas forcément le top, quoi. Maintenant, la question... Après, jamais de logique dans le contrôleur à ce qui paraît. Ah, ça, je sais pas. C'est une bonne question. C'est un grand débat ouvert, ça. Est-ce qu'il faut faire la logique dans le contrôleur ou pas? Je pense que la question est assez ouverte. Hein. Elle est assez open, celle-là. Hein. Donc là, je pourrais faire un test, mais le test, il sera très lourd. Il sera très lourd, il sera très long à exécuter et c'est pas le top. Donc, ce qu'il va nous falloir faire, c'est trouver un moyen de faire en sorte... Vous entendez quoi par logique? Bah, normalement, ton contrôleur, c'est lui qui doit, en principe... c'est lui qui doit... voilà, la logique métier, normalement, elle doit être là. Dans un MVC classique, en général, elle est là, ta logique. Donc du coup, il va falloir qu'on trouve un moyen d'isoler. Salut à toi, Madral. Bienvenue à toi sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Donc il va falloir trouver un moyen de faire en sorte d'isoler, en fin de compte, ce truc-là. Alors, l'isoler, le tester de façon unitaire, ça veut dire... le rendre moins dépendant en fin de compte de cette couche de modèle. Et pour vous donner un exemple très pratique pour bien comprendre la chose, supposons que là, par exemple, je reprends mon exemple de calculator service et je me dise que là, par exemple, à un moment donné, j'ai une fonction que je vais faire, par exemple ici, une fonction add with random, par exemple. C'est l'exemple le plus classique que je vais donner parce qu'en général, c'est celui qui parle le mieux. Hein. Je vais définir ça de type number. Et je vais faire ici, au niveau de ma fonction... Ah, j'ai pas besoin de ça, c'est ça? Ok. Et je fais par exemple le return de mat.random. Voilà. Je récupère par exemple ici un nombre et je fais plus number 1. Donc là,
On est d'accord pour dire que là, j'ai bien une dépendance cachée à l'intérieur de ma fonction. Le mat.random ici, je ne suis pas capable de savoir la valeur qu'il va renvoyer. Donc, ici, marrant, dans mes exemples, moi je montre un truc avec la date système, genre jour et nuit. Ah ok, bah tu vois, ça marche aussi, hein. Ça marche aussi. Donc le problème c'est que si je fais ça, bah pour tester ça, est-ce que c'est faisable? Bah je peux essayer, hein. Je peux essayer, hein. Je vais faire test. On va se dire que là, on va se faire un test par exemple, hop, en mode tac. Calcul. On va se dire. Alors ici, on va se dire add méthode should add machin. Et on va se dire ici add with random méthode should add 4 with 4n random number to be. Et là, bah, ça doit renvoyer quoi ce truc là? Hé, on est un peu embêté là. Parce qu'en réalité, le résultat ici, je peux pas le comparer avec quelque chose. J'en sais rien en vrai. Ça va peut-être renvoyer 0, ça va peut-être renvoyer 0,5. En fait, on sait pas. On n'a pas moyen de le savoir. C'est marrant aussi comment on peut trouver du hasard dans un concept comme la programmation où tout est une suite d'instructions logiques. Ah bah oui. Bah oui, bah oui. Bah oui, c'est vrai. Effectivement. Salut à toi d'ailleurs, l'énigmatique, comment tu vas? Ça, c'est le même problème que ce qu'on va rencontrer avec le contrôleur. Hein. Exactement le même problème. C'est toujours une suite logique. Ouais, c'est une suite logique, effectivement. Alors, comment est-ce qu'on résout ce problème? Ah, comment est-ce qu'on résout ce problème, les gens? Parce que là, on est embêté. On est fortement embêté. On ne peut pas savoir ce que va renvoyer cette méthode-là. On ne le maîtrise pas. Alors, ce qu'il faut faire en règle générale, et c'est là où vous allez avoir besoin justement d'un framework plutôt typé back-end. Oui, c'est ça, c'est faire de l'injection de dépendance. Et quand on parle d'injection de dépendance, ça veut dire qu'on va découpler le code, on va refactor la dépendance en question ailleurs. Tu peux m'expliquer comment ça fonctionne le random? J'ai une petite idée mais c'est flou. Grosso modo, ça va te renvoyer une valeur random entre 0 et 1. Ça peut être 0, ça peut être 0.1, ça peut être 0.25, ça peut être 0.54. Après, sous le capot, si tu me demandes comment ça marche précisément, je ne saurais pas te répondre. Mais on peut aller voir hein, si vous voulez. On peut aller se renseigner. Je pense que ce genre de questions, tu peux la poser aussi à ChatGPT pour voir ce qu'il te dit par rapport à ça. Je pense qu'il doit peut-être, il va peut-être te donner un algo ou un truc. Pour l'explication logique, ça se base toujours sur une seed. Donc une alimentation de plusieurs nombres et puis grosso modo derrière on randomise, on renvoie une valeur aléatoire en fin de compte de ce tableau, c'est ça en gros hein. Ouais, ça me paraîtrait effectivement cohérent, ouais.
Ah, on est passé sur du jazz, tiens. Allez, on va se mettre autre chose. Hop. Ça marche. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Ok. Bon, en tout cas, il nous faut un système d'injection de dépendance. Donc, il nous faut effectivement un système d'IOC. Inversion off control. Pour nous permettre d'avoir de la programmation orientée objet. Des classes. Donc la programmation orientée objet, si jamais vous ne savez pas de quoi il en retourne, sachez que j'avais fait un live qui est dispo sur ma chaîne YouTube. On en avait déjà un peu discuté de la programmation orientée objet avec le concept de classe et objet. Si je vous montre, la vidéo est disponible ici. Voilà. Pourquoi utiliser de la programmation orientée objet dans les frameworks back-end. Maintenant que j'ai des vidéos, je peux me permettre aussi de les partager en même temps. Comme ça, s'il y a des gens qui n'ont pas forcément suivi ça ou qui veulent aller voir un petit peu de quoi il en retourne, n'hésitez pas. C'est fait pour aussi. Et donc, on a une fonction en général quand on fait des classes et des objets qui s'appelle le constructeur. Voilà. Donc là, on a la possibilité à tout moment d'aller appeler justement cette fonction constructeur, qui est en fait une fonction qui est appelée automatiquement lorsqu'on instancie notre classe. Et à l'intérieur de ce constructeur, on va pouvoir justement y injecter des choses en utilisant notamment le @inject ici, si on parle d'Adonis.js. Et donc là, ce qu'on va tout simplement faire, c'est que ce qu'on veut faire, c'est sortir en fin de compte ce mat.random. Comment est-ce qu'on fait pour le sortir? C'est pas très compliqué. On va se créer en fin de compte ici un nouveau fichier. On va l'appeler par exemple generator service.ts. On peut l'appeler après comme on veut. Et à l'intérieur de ce générateur service, on va ici donc déclarer notre générateur service. Voilà, ici le @inject, j'en ai pas besoin. Voilà, on va se déclarer ici cette fonction justement generate random. Voilà, hop, on return un mat.random. Pour toi, c'est quoi la diff entre un service et un repo? La nuance est mince parce que le fait d'appeler ça un repository, ça peut être soit un repository au sens base de données, ou soit un repository au sens... Ouais, mais repository, il a deux définitions. Ça peut être un repository au sens base de données, et ça peut être un repository au sens design pattern. Par exemple, utilisé notamment dans la clean architecture. Un repo, c'est un service interne. Et service, c'est tout ce qui touche à l'externe. Oui, après, on peut jouer avec les mots, comme ça. On peut jouer avec les mots, effectivement, oui. Mais là, je pense que là, typiquement, sur ce genre de choses, tu peux perdre tout le monde. Il y a des gens, ils savent absolument pas de quoi tu parles. Donc, mais ouais, c'est une interprétation, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucun souci avec ça. Et salut à toi, Mathieu. Comment ça va, Mathieu? Ça va? T'as passé une bonne semaine? J'aimerais bien avoir d'autres points de vue. Je pense que c'est assez libre à ce niveau-là et chacun a sa propre interprétation. Parce que tu le sais, même dans la clean architecture...
l'interprétation, t'en as 36 différentes, quoi. Hein. Chacun fait un peu la sienne. Hein. C'est difficile hein, c'est difficile de se conventionner sur ce genre de choses. Bien et toi? Ouais, ça va, c'est cool. Ça me fait plaisir de faire ce petit live là. Je pensais qu'on serait à peine une dizaine là, et puis finalement on est 30, c'est bien. Ça fait plaisir, vous régaler. Donc on sort, donc du coup pour revenir à ce que je disais, on sort notre dépendance. Et après, une fois qu'on a fait ça, au niveau du constructeur à ce niveau-là, on va venir s'injecter ici un private alors, est-ce que ça va marcher? Générateur. Ah, j'ai peut-être pas fait le export. Si, j'ai fait le export. Pourquoi il me le capte pas là? Ah oui, il faut que je fasse comme ça. Générateur service. 2 points. Générateur service. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir ici remplacer mon mat.random par this.generatorService.generate random. Comme ceci. Et donc là, à partir de ce moment-là, là pour l'instant, vous dites « Ah, ça change rien ». Et bien vous allez voir que si. Parce qu'en réalité, ici, quand je vais faire mon test, et quand je vais déclarer justement à cet endroit-là, ici, là, mon calculateur service, je vais pouvoir soit lui passer un générateur service, comme ceci, soit je vais pouvoir lui passer un mock, ce qu'on appelle un mock. Alors après, il y a des notations, ça peut être un fake, ça peut être tout un tas de choses. Mais moi, je peux dire par exemple ici, ok, là par exemple, je vais faire un const generator service qui sera un new, ou plutôt qui sera, pardon, une... est-ce qu'on peut le faire comme ça? Je sais même pas si je peux le déclarer ici. Classe mock generator service qui sera égal donc du coup à une fausse implémentation de ce service là. Et à l'intérieur de mon service, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un... Donc je vais redéclarer en fin de compte ma fonction generate random. Et là, je vais dire return, par exemple, de 0.5. Et je pense que là, il n'est pas d'accord parce que j'ai peut-être pas forcément le droit de le faire à cet endroit-là. J'imagine que si je le fais au-dessus, ça passera peut-être un peu mieux. Ou pas forcément. C'est peut-être comme ça. Voilà. Et là, du coup, hop, je vais injecter à ce niveau-là un new mock generator service. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, oui, moi, c'est generate random, pardon. Voilà, si je me plante sur les noms, ça risque pas de marcher. Voilà. Et donc là, ici, on voit qu'on lui donne un vrai objet de la classe générateur service. Et là, on lui donne un faux. Mais l'avantage, c'est que là, on maîtrise ce que va nous renvoyer justement cette fonction generate random. Et là, on va pouvoir dire ici, à la place de notre 4, on va dire 4.5. Puisque là, on a maîtrisé la dépendance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça change forcément tout, du coup. Puisque là, on a rendu... on a sorti la dépendance pour pouvoir rendre testable unitairement ce qu'on est en train de vouloir tester. Donc là, si je lance mon test, on va voir que là, ça passe.
Et après, effectivement, si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux faire effectivement des interfaces. Alors attention, hein, parce que interface, quand on en parle en programmation orientée objet, c'est différent d'une interface quand on en parle en TypeScript. Hein. C'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Si on veut faire des interfaces comme on les ferait par exemple en programmation orientée objet en PHP ou en Java ou dans d'autres langages, ce qu'on appelle aussi communément un contrat, on définit un contrat. Vous allez pouvoir définir une interface ou même une classe abstraite pour que ça existe concrètement dans votre code. Parce qu'une interface, ça n'existe pas à l'exécution, hein, ça existe uniquement quand on l'écrit en TypeScript. Et vous allez pouvoir faire donc une classe abstraite que vous allez pouvoir implémenter en TypeScript. Ça, c'est une chose qui est... C'est une exception qui est possible dans ce langage-là. Par contre, ce que je pourrais effectivement dire... Et je pense que ça doit être faisable. C'est que au niveau de ma classe générateur service, je pourrais effectivement très bien, pour répondre à ce que disait justement Minimax, je pourrais exporter par exemple une interface iGenerator Service. Parce que ça, en vrai, ça marche. Hein. On pourrait très bien faire ça. Et... on pourrait dire que là, on renvoie à l'intérieur une classe qui s'appelle GenerateRandom. Voilà, pour définir ce que ça va faire. Est-ce que ça marche, ça? Il n'a pas l'air de l'accepter, hein. Je sais pas s'il y a des outils en TS ou framework qui permettent d'associer une interface à une classe. Si, tu peux le faire. Tu peux le faire grâce au... attends. J'avais trouvé le truc. Si, tu peux le faire. Grâce à... Merde, comment ça s'appelle ? Il y a un pattern pour ça dans Adonis. Je sais plus comment il s'appelle. J'avais réussi à le faire à la main. Ça fonctionnait bien d'ailleurs. C'était... Ah, je sais plus. Un provider. Voilà, tu pouvais le faire, je crois, dans un provider, si je dis pas de bêtises. Service provider. Il me semble que c'est ça. Voilà, c'est là. Tu vois ? Là, dans la méthode boot, ici, tu peux le faire. Et là, tu vas pouvoir bind. C'est ça, le truc. Tu vas pouvoir lui dire de bind ce que tu as besoin. Ah, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est ça, le binding en fin de compte, ouais. C'est exactement ça. C'est ça, définir la classe par défaut pour ton... Oui, c'est ça, Minimax. C'est exactement ça, oui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. J'avais compris hein, ce que tu voulais dire, Mathieu. Hein. J'avais tout à fait compris. Et j'avais bataillé justement parce que moi, j'avais cherché pendant des plombes pour essayer de faire ça et j'ai fini par tomber dessus. Par contre, là, je sais pas pourquoi il est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il veut comme syntaxe ?
Ah, il veut un truc qui soit en majuscule uniquement. Non. Alors c'est quoi le truc? Ah, c'est ça, il le veut comme ça en fait. Il veut pas de majuscule en fait, c'est ça? Non. Je comprends pas le truc. Ouais, il le veut comme ça, lui. C'est la façon dont il le veut. Et lui, il faut lui dire que ça va être une fonction. Bah, une fonction et qui renvoie rien. Qui renvoie, si, un number, pardon. Voilà, et donc là, ici, on va dire que ça doit être de ce type-là. Ça marche pas, ça? Il faut peut-être le faire comme ça. Ah oui, t'as raison. Voilà, exact. Voilà, j'ai un peu bugué là. Voilà, et donc là, je pense qu'on va pouvoir du coup exporter ça. Et après, on peut du coup reprendre ce truc-là et refaire la même chose. Voilà, à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, on va s'importer ce truc-là. Voilà, et là, on est bon. Du coup, si là, je fais une erreur, effectivement, voilà, ça va râler. Ce sera pas bon. Et là, effectivement, oui, voilà. Voilà, et je pense que du coup, ça devrait répondre à ce que demandait tout à l'heure Minimax. Vire ce linter. Vire-moi ce linter. Mais voilà en gros le principe de base, quoi. Yes. Et salut à toi d'ailleurs, Vadrial TV, comment tu vas? Donc là, normalement, si je relance mon test, a priori, normalement, je devrais toujours être bon. Alors tout ça pour dire quoi? Là, on vient de démontrer ce qu'il faudrait faire pour passer progressivement. Parce que là, bon, à l'échelle d'un petit exemple comme ça, c'est rien du tout. Mais si on passe un petit peu plus... Si on passe un step au-dessus, c'est-à-dire en essayant de réutiliser justement cet exemple pour l'utiliser au niveau de notre MVC, parce que c'est ce qui nous intéresse finalement, il va falloir qu'à un moment donné, on isole la partie modèle. Parce que la partie modèle, quand vous regardez, quand vous reprenez l'exemple qu'on est en train de faire et qu'on va par exemple dans notre contrôleur à ce niveau-là, parce que ça va être vraiment exactement la même chose. Il est où d'ailleurs mon contrôleur? Il est là. Et ben là, ça, c'est l'équivalent de notre random. C'est l'équivalent de notre random. Donc, ce qu'il y a, c'est que de façon unitaire, je ne peux pas le tester, ce truc-là. C'est pas possible. Il faudrait que j'arrive à isoler justement ce code-là. Comment est-ce qu'on fait pour l'isoler? Eh ben, on va basculer d'une architecture généralement qui est en MVC, classique, et on va basculer vers une architecture qu'on appelle une architecture n-tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, en plus de la partie modèle, on va rajouter un truc supplémentaire entre les deux.
Et là, on va en venir justement sur les fameuses notions dont on parlait justement tout à l'heure avec Minimax et Mathieu. On va mettre entre les deux le fameux repository. Et c'est dans le repository où on va justement s'injecter la partie modèle. Voilà. Et donc là, on a basculé d'un MVC vers une architecture N tiers. Je vais revenir avec la question du repository. Désolé, c'est pour clarifier, mais en fait, le repository, c'est pas justement le service qui a le rôle du modèle. Voilà, c'est celui qui va venir s'intercaler entre ça et ça. Ouais, non, mais tout à fait, Minimax, absolument. Je regarde si je suis pas passé à côté de certaines questions. Oui, après, ça va dépendre de l'équipe. Voilà. Et je pense que là-dessus, on est carré. C'est exactement ça. Donc, du coup, là, ça va me permettre, à un moment donné, de pouvoir isoler finalement mon contrôleur de cette partie-là. Et rendre, du coup, mon contrôleur moins dépendant vis-à-vis de la base de données. Pouvoir tester plus unitairement les choses. Tac. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que là, on va se déclarer... alors, on peut l'appeler service, on peut l'appeler repository. Moi, j'aime bien ce mot-là, repository. Ça me plaît bien, ce mot-là. Donc là, on se crée un dossier repositories. On y met un fichier qu'on va appeler, par exemple, post repository.ts. Et à l'intérieur de ce post repository.ts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déclarer la classe post repository. Post repository. Voilà, comme ceci. Cette classe, elle va avoir par exemple une méthode qu'on va appeler la méthode find. Alors je crois qu'il faut qu'on fasse un... Est-ce qu'il faut qu'on fasse du async await? Je crois que oui, hein, normalement. Ouais, il faut qu'on fasse du async await. Donc là, on va sortir la dépendance du contrôleur. Hein. Donc, je fais ma fonction async, find all par exemple. Voilà. Et j'y mets à l'intérieur mon fameux await, return. Ouais, je pense qu'on peut faire directement return post.all. Comme ceci. Et donc mon post repository que j'ai fait là, au niveau de mon contrôleur, je vais venir ici déclarer mon fameux constructor. Ici, je vais me faire un private post repository de type post repository. S'il arrive à le faire. Est-ce que j'ai oublié export peut-être? Voilà. Là, je pense qu'il devrait le détecter. Voilà. Et du coup, à ce niveau-là, je vais venir remplacer ça par this.postrepository.findAll. Voilà. Et là, effectivement, là, on a toute la différence qui se fait à ce niveau-là. Alors, là, dans mon cas de figure, ça veut dire que ça, je vais pouvoir le maîtriser. Je vais pouvoir en faire un mock de cette partie-là. Mais, par contre, j'ai toujours le problème de pouvoir tester cette partie-là. Alors, par contre, il y a un autre cas où ça va être bien utile. Notamment le cas où on va vouloir, par exemple, retourner du JSON. Donc, plus aucune logique dans le contrôleur. Bah, ça t'empêche quand même pas de placer ta logique dans ton contrôleur, en vrai.
Alors, si je fais par exemple, admettons, je sais pas, on pourrait faire par exemple un service, alors, ou un contrôleur plutôt, on pourrait faire un node ace make controller. On l'appellerait par exemple post. Ou même JSON post. Allez. Voilà, JSON post contrôleur. Hop. Donc là, on reprend le code qu'on a là. Tac, tac. C'est pour vous donner des exemples. Hein. Après, c'est vraiment un truc pour tester les choses et pour montrer un peu de quoi il en retourne. Alors là, par contre, j'ai oublié le @inject. Hein. Donc, à ne pas oublier. Hein, si on veut pouvoir faire cette injection de dépendance là. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Hein. Il faut forcément avoir ce décorateur @inject si vous voulez que ça marche. Là, pareil. @inject. Et donc là, ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais faire ma méthode ici, hop, pour retourner ici. Je le fais comme ça parce que c'est le meilleur moyen pour vous montrer les choses. Hein. Donc ici, on va non pas faire un view, mais on va récupérer la response et on va s'envoyer ici un response.json. Et là, on va mettre la liste des posts. Voilà. Et donc, du coup, si on veut tester, par exemple, ici, cette partie-là. Donc, ce qu'on peut faire... Je réfléchis juste à savoir si on peut se le tester facilement. Ça va devenir du coup un test entre guillemets. Est-ce que c'est un test fonctionnel? Oui, normalement c'est un test fonctionnel. Parce que là, on a une response qu'on va retourner ici. Tu peux pas mock HTTP context. C'est ça. Attends, alors là, après, j'ai des doutes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça, c'est les tests HTTP. Voilà, si c'est ça. On est sur un test fonctionnel. Donc là, on n'a pas forcément besoin de basculer sur un test end-to-end. Mais voilà, c'est déjà, on peut déjà faire un test fonctionnel. Il mettra un peu plus de temps à s'exécuter. Mais il sera toujours plus rapide qu'un test end-to-end. Mock quelque chose, ça veut dire en faire une version qui ne sert qu'à des fins de test. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, Minimax, dans une certaine mesure, effectivement. Du coup, effectivement, dire tu places aucune logique dans le contrôleur, oui, ça fait sens là. Et effectivement. Donc, là, on va se créer donc un nouveau test. On va l'appeler, par exemple, post. Allez, on va se l'appeler post list. Donc, celui-là, il sera fonctionnel. Voilà. Et donc là, on va se prendre ici un petit exemple. On va se prendre celui-là. Et puis, on va se le refaire à la main. Pour se l'exécuter. Alors, get a list of posts. Donc là, j'ai un client.
Pourquoi est-ce que mon client n'existe pas? Est-ce que j'aurais oublié d'installer quelque chose? Ah oui, il faut que j'installe ça. D'accord, donc là, ici, donc on va aller ici. Après, je dis ça, mais dans 90% de mes projets, les tests sont nuls ou pas mis en place, donc ne m'écoutez pas. Écoutez ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. J'adore. Tu m'as refait ma soirée là. Donc j'installe le Japa API client. Voilà. On y va. Ok. Ensuite, il faut qu'on se rajoute ça dans la partie Bootstrap. Alors, est-ce qu'on a déjà une partie plugin? Oui, on a une partie plugin. Et donc là, il faut qu'on se rajoute le API client. Voilà, donc on se le met là. En vrai, ça me fait plaisir parce que tout ce que je suis en train de faire là, je l'ai fait en PHP. Je l'ai jamais encore trop fait en Adonis, hein, mais je vois que finalement la logique est à peu près la même. Hein, c'est vraiment toujours à peu près la même chose. C'est ça qui est vachement agréable avec le truc. Adonis, c'est un peu le Symfony du JS. Je dirais que c'est un peu le Laravel du JS plutôt. D'ailleurs, vous saviez un truc? J'ai été voir le live de Johan Dev mercredi soir. Attends, c'est mercredi soir? Oui, c'est mercredi soir. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit un truc intéressant pour ceux qui font du Sympho. Est-ce que vous savez aujourd'hui à combien de pourcentage est utilisé Laravel sur le marché de PHP? Les chiffres sont impressionnants. Est-ce que vous savez? Aventus is the best, il a dit ça, je crois. Alors non, c'est quand même pas 90. Mais je vais vous donner les chiffres. Essayez de deviner. Essayez de deviner et je vous dis. Alors, proportion mondiale. À combien de pourcentage est utilisé Laravel? À combien de pourcentage est utilisé Symfony? Et je vous jure que les chiffres sont impressionnants. Non, juste sur la stack PHP. Uniquement la stack PHP. Donc, selon vous, à combien de pourcentage est utilisé Laravel? À combien de pourcentage est utilisé Symfony? En vrai, t'es pas très loin, Paul. T'es pas très loin, mais t'es pas non plus sur les bons chiffres. Allez, on est entre Mathieu et Paul. Ouais, c'est quasiment ça. Donc en gros, on est à 69%. Je crois que c'est ça le chiffre précis. 69% aujourd'hui en 2025. 69% Laravel. Et 25% Symfony. Je crois que c'est à peu près ça. 25% Symfony.
Enfin, vous vous rendez compte quand même du truc? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, on a Laravel qui est utilisé quasiment 3 fois plus que Symfony. Quasiment. C'est... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du chiffre, quoi. On n'est pas à 3 fois, on est à, allez, 2 fois et demi, quoi. Mais, enfin, tu te dis ça, tu te dis, waouh. Et Symfony, il va vers une pente comme ça. Laravel, il va vers une pente comme ça. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Après, tout confondu, WordPress. Oui, parce que WordPress, c'est 40% du web. Hein. Oui, bien sûr. On est d'accord. On est d'accord. Mais bon, après, est-ce que faire du dev sur WordPress est toujours intéressant Je dirais non, pas forcément, quoi. Pas pour nous, en tout cas. Ah non, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Ouais, moi aussi, hein. Moi aussi, hein, Symfony, j'ai adoré. Mais forte est de constater que aujourd'hui, ils sont pas sur une bonne pente. Hein. Et tu sais quoi, Mathieu, c'est ce que je me dis aussi. Et c'est ce que je me dis aussi. Ouais, moi je pense que Symfony est en perte de vitesse. Vraiment, c'est ce que je pense. Hein. Bah ouais, tu vois, c'est un peu... Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un petit peu à React en fin de compte. Hein. Vous avez vu React aujourd'hui sur le marché, c'est immense. Hein. Next, les projets... Aujourd'hui, on n'entend plus parler que de ça. Hein. On n'entend parler que de projets soit React, soit Next. Sachant que je vous dis pas la catastrophe que c'est avec tous les gens qui veulent se mettre à faire du back-end avec du Next. Next, c'est pas fait pour faire du back-end, quoi. Next, c'est juste pour faire du SEO, quoi. En plus de faire du React. Ça me rend fou de voir le nombre de gens qui utilisent du Next pour faire du back-end, quoi. Tu regardes... J'ai regardé la vidéo de... Comment il s'appelle? Melvin X. Il a mis sa stack là pour 2025. Tu regardes le nombre de... Je te jure, c'est impressionnant. Moi, bon, à mourir de rire, quoi. À mourir de rire. Tu regardes le nombre de services externes qu'il utilise pour faire sa stack. Il a au moins 15 je vous mens pas, hein, il a au moins 15 sites. Il a au moins 15 services externes pour pouvoir faire tout ce dont il a besoin, quoi. Non, mais c'est... Je regarde ça, je me dis, waouh. Mais avec ton petit VPS, toi, franchement, t'es pas là à naviguer entre 15 fenêtres pour aller faire tout ce que t'as... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est... J'utilise Next pour créer mon CV. Ouais, bien sûr. Il a vendu Vercel. J'en fais tous les jours. Attends, t'en fais tous les jours, Mathieu. D'ailleurs, j'en profite, on fera un peu de Next prochainement sur la chaîne. Qui c'est qui est intéressé là parmi les gens du chat là qui sont là ce soir ça vous intéresse qu'on fasse du Next à l'occasion sur la chaîne? N'hésitez pas à venir le dire
Oui, Nux, c'est vrai qu'il est là. Il est large au-dessus, oui. Ça, c'est une question de plus de goût et de couleur, mais oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Pour ma propre opinion, je suis assez d'accord. Absolument pas. Plus je suis loin de React et mieux je me porte. Bah toi, en même temps, Minimax... j'ai mon framework Aventus.js, moi, hein, et oh. Arrêtons de faire du React. Arrêtons de faire du Vue. Bordel de Dieu. Non, je plaisante, évidemment. J'aime bien te charrier, hein, tu le sais. Fais un live Aventus. On en a fait un live Aventus déjà. Arrêtons tout. Salut à toi, Barbache. Comment ça va? Je commence à bien connaître React maintenant, mais j'hésite entre approfondir avec Next ou aller voir du Vue.js. Ah, bah ça après, c'est à toi de voir, mais si ça te plaît de faire du React, vas-y, hein, fonce sur du Next, hein, c'est bien. Hein. Tu peux y aller. Hein. Les vidéos Aventus arrivent soon avec un perso The Child Guy. Ah, j'ai hâte de voir ça. Comment ça va, Barbache? N'hésite pas, fais du Vue.js. Non, mais arrêtez de le... arrêtez de lui imposer une direction. Il fait ce qu'il veut, en vrai. Bon. Ouais, donc, on en était où, là? Avant que je raconte toutes mes conneries, là. Tac, tac, tac. C'est où, ça? Ah oui, c'était pour mettre la base URL. Est-ce qu'on en a besoin? Il dit The API client optionally accept the base URL for the server. Ok. Du coup, je pense que ça devrait mieux marcher. Donc si je vais là... Ah, voilà, là, il a le client. Là, c'est bon, il a le client. Donc là, on peut faire un... Ah oui, mais en fait, ça, c'est pour tester directement sur la route, en fait. Bah ouais, parce qu'en fait, il nous faut effectivement un client HTTP pour aller interroger les datas. Et ouais. Mais là, on va avoir un problème parce que là, on ne maîtrise absolument pas les données que va nous renvoyer l'API. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire? Et ça, je me souviens plus comment je l'avais fait. Qu'est-ce qu'on pourrait tester dans notre truc? Sachant que moi, ce que je voulais tester à la